Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Cécile Buffard et Pierre Béharel. Bonjour Cécile, ça va? On m'entend bien, c'est bon, c'est parfait. Peut-être Pierre, prenez un micro. J'espère que vous... Bonjour à tous, voilà. Merci d'être là. Cécile, nous accueillons également 3 autres personnes aujourd'hui, donc je vous demanderai également d'accueillir Anthony Degnaud, directeur transport Franprix, Leader Price Groupe Casino, Alexandre Berger, directeur des projets Supply Chain Groupe La Poste, et Jérôme Libeskind, expert en logistique urbaine et e-commerce, fondateur de Logicité. Vous pouvez les applaudir. Merci. La Dream Team. Allez, merci Acha. Pierre, vous allez être notre mentor ce matin. Donc je commence par vous. Vous remplacez Sébastien Hôpital, que vous avez vu peut-être en photo, et c'est vous qui allez prendre la suite. Vous êtes du même groupe, Mobivia, et vous allez commenter avec moi les chiffres de Avast Shopper que nous avons reçus en exclusivité. Tout à fait. Alors, peut-être ils vont apparaître sur l'écran. Bon, écoutez, je vais faire une petite introduction en attendant que les chiffres arrivent pour vous rappeler un petit peu la thématique que nous allons aborder autour de cette table ronde. Donc, les thèmes que nous allons aborder ce matin sont la livraison rapide, évidemment, l'optimisation des stocks, des flux de marchandises, évidemment les avantages serviciels que l'on va apporter aux consommateurs et comment toute cette logistique urbaine qui s'inscrit dans nos usages doit répondre aux enjeux environnementaux et RSE qui nous sont imposés, qui sont urgents, et c'est d'actualité, on en parle tous les jours de cette urgence environnementale. Alors Pierre, les chiffres sont arrivés, on va pouvoir les commenter. 53% des consommateurs aimeraient être livrés en moins de 48 heures. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que c'est une réalité. Tout le monde constate que le monde s'est accéléré et que les clients attendent des livraisons de plus en plus rapides et poussés par le e-commerce et les grands leaders du e-commerce qui ont amené les consommateurs à attendre des délais de plus en plus courts. Ouais. Mais c'est une vraie volonté des gens d'être livrés toujours plus vite. Moi, je pense qu'ils ont un besoin d'immédiateté, ils veulent le produit rapidement, même si le besoin forcément n'est pas toujours là, mais ils en ont envie, ils veulent maintenant avoir le produit extrêmement rapidement. Donc on va voir au cours de la table ronde quels sont les impacts justement de ces délais toujours plus courts. Nos interlocuteurs vont aborder le sujet. Deuxième chiffre, ils veulent être livrés à 65% partout, tout le temps. Alors c'est un peu le everywhere, every time, every want. Exactement, je pense que là encore ça a été amené par le e-commerce. Bon, le commerce traditionnel avait des points de vente, avait du stock et proposait des produits tout de suite, mais il fallait se déplacer. Maintenant, c'est le produit qui va vers le client et il y a cette attente qui existe et qui est de plus en plus forte et partout dans le monde, je pense. On reçoit depuis son canapé les objets qui viennent à nous à minuit, à 8 h du matin. Voilà. Quand on veut, comme on veut, quoi. Le lendemain, ou le jour même, dans la journée, chez soi, dans son salon, partout, sur son lieu de travail. Je pense que c'est vraiment ça l'attente des clients aujourd'hui. Oui, bon, on va en reparler. Enfin, troisième chiffre, 67% des consommateurs ont le sentiment que les distributeurs vont s'adapter à leur mode de vie. C'est intéressant, ça. Bien sûr, chaque distributeur essaye de s'adapter forcément à son client. C'est le but du distributeur, d'être en conformité avec son client. Et donc, chaque distributeur essaye de s'adapter, adapter ses horaires, adapter sa façon de travailler pour s'adapter à son client. Mais l'ouverture dominicale, ça existe déjà dans d'autres pays. Je pense au Portugal, par exemple, où nos centres sont ouverts le dimanche. Donc, c'est déjà une réalité dans certains pays. Et forcément, il y a une disparité selon les différents pays en Europe. Okay. Donc on va voir tous les quatre comment chacun, en tout cas chaque enseigne ou groupe qui est présent aujourd'hui, s'adapte à ces attentes des consommateurs qui sont de plus en plus exigeantes. Alors, on va commencer par La Poste, donc acteur clé, s'il en faut, de la livraison. Le groupe a fait évoluer son modèle, a été forcé à trouver de nouveaux axes de développement pour répondre
aux fameuses exigences des clients, notamment sur le dernier kilomètre et sur la logistique urbaine. Alexandre Berger, vous allez nous parler un petit peu de tous les projets mis en place par La Poste et comment vous réfléchissez à l'impact RSE de la livraison. Merci. Je ne vais pas vous parler de tous les projets, sinon la table ronde va durer. De certains, en tout cas. Juste pour vous donner un chiffre qui, moi, me marque et qui, à mon avis, va vous parler beaucoup. Il y a quelques paires d'années, plus d'une dizaine d'années, le courrier représentait jusqu'à 70% du chiffre du groupe, La Poste. Il ne vous a pas échappé que le courrier, comme la presse d'ailleurs, était un produit phare du groupe qui fondait comme neige au soleil, en disant, je crois que c'est à peu près la moitié des volumes qui ont disparu. Et retenez juste ce chiffre, en 2020, 20% du chiffre d'affaires du groupe La Poste sera réalisé avec du courrier, ce qui veut dire que 80% seront faits avec d'autres activités. Alors, tout le monde connaît la banque postale, tout le monde connaît la branche Géopost avec toutes ces activités sur le colis express, le colis international. Mais il y a d'autres verticales qui se construisent, dont des verticales sur la logistique et le transport, que je viens présenter devant vous aujourd'hui, notamment avec l'idée d'utiliser mieux les actifs du groupe, les tournées qui existent, 55 000 par jour, la présence d'un opérateur de La Poste, facteur, postier, colis postier, devant chaque adresse, chaque jour de la semaine. Ces actifs-là, comme certains actifs immobiliers, sont simplement stratégiques pour diversifier l'activité du groupe, et on a plusieurs activités dans ce sens-là. Alors, ces actifs immobiliers, on peut les décrire. Ce sont des anciens hôtels de poste, en fait, que vous exploitez en stock urbain. Par exemple, alors, juste pour faire un petit retour sur le chiffre que vous avez donné tout à l'heure sur les 53% de consommateurs qui attendent une livraison en moins de 48 heures, j'ai deux réflexions par rapport à ce chiffre. D'abord, c'est de plus en plus vrai aussi pour les consommateurs professionnels. Donc ce chiffre-là tend à progresser, je n'ai pas le chiffre exact, mais les gérants de points de vente diffus partout en France attendent maintenant un service de leur supply chain ou de la supply chain de leurs fournisseurs qui soit au moins aussi pertinente, performante que celle dont ils peuvent bénéficier en tant que consommateurs. Un point de vente supporte de moins en moins bien qu'on livre en une semaine, qu'on lui mette des contraintes de volume, des minimums de quantité à commander pour obtenir un franco. Toutes ces contraintes-là, elles commencent à avoir un petit peu de difficulté à passer. Et la deuxième réflexion que je me fais par rapport à ça, et ça drive beaucoup les projets que l'on mène, c'est que pour livrer vite, on n'a pas trouvé 36 solutions, moi j'en ai trouvé 3. La première, c'est de circuler plus vite. Rouler plus vite et pas forcément dans l'air du temps, c'est pas très éco-conduite-like. Mais vous allez trouver des sujets comme le drone, le vélo, le scooter, la course, pour circuler plus vite. Il y a un deuxième sujet pour livrer plus vite, c'est simplement de partir avant même que la commande soit passée. On en reparlera peut-être avec Pierre, on a des actions communes pour imaginer quel sera le besoin avant même que le consommateur ou le professionnel ait cliqué sur le bouton commander pour acheminer la marchandise en avance et donc arriver très très vite au consommateur. Et le troisième sujet, c'est un sujet qui m'occupe beaucoup actuellement, c'est de partir de plus près. Pour livrer vite, partir d'un entrepôt national qui dessert toute la France, voire toute l'Europe, est extrêmement coûteux. Alors certains le font très très bien, des acteurs très connus utilisent les TGV pour livrer le jour J, le soir même, etc. Mais imaginez quand vous commandez un produit qui est livré par une ligne de TGV, le prix est difficilement abordable, en tout cas sa pérennité est compliquée dans le temps. Donc pour partir de plus près, et c'est là que je rebondis sur votre question Cécile, on transforme des espaces qui sont des espaces logistiques. La Poste, c'est une entreprise de logistique qui trie du flux, qui trie des objets, courrier ou colis. Et j'en ai trouvé dans des endroits extrêmement stratégiques, au cœur des villes, qu'on a commencé à en transformer. Et ce qu'on transforme, en fait, c'est des caves ou des greniers. J'ai trouvé des caves avec 6 mètres de plafond, en plein cœur de Paris, qui hébergent des archives que personne n'a ouvertes depuis 10 ou 15 ans. Alors, je sais que la Poste doit être la seule boîte qui a des archives qui ne servent à personne. Je suppose que vous avez fait le ménage dans vos archives. Bref, nous, on les a enlevés. On a enlevé aussi tout un tas de matériel réformé, des vieilles cages de tri, des vieux vélos très historiques, un super musée, mais qui n'avaient pas leur place au cœur de la ville. Et ces espaces-là, on les a transformés en petits entrepôts.
C'est des unités de 500, 600 mètres carrés qui nous permettent de faire de la logistique d'urgence et de toucher très très vite le consommateur ou le professionnel. Aujourd'hui, La Poste compte combien de ces stocks urbains en France? Alors aujourd'hui, on en a 2. D'accord, donc ça vient de se mettre en place. Oui, on a fait les premières expériences et je ne dévoilerai pas le pitch de Pierre, mais on en a travaillé aussi avec Mobilia. On a 2 espaces de ce type, un à Paris 17, à côté de la place des Ternes, un autre à Paris 8, à côté de la gare Saint-Lazare. Et on est en train de travailler pour l'ouverture au premier trimestre 2020 d'un site place Bellecour à Lyon, d'un autre au cœur de l'agglomération lilloise et d'un autre à Marseille. Peut-être Bordeaux, mais c'est pas encore fait. D'accord, donc là on est en phase de test, ça va être amené à se déployer ou on a déjà éprouvé le système et on en voit tous les bénéfices finalement? Alors, pour être complètement transparent avec vous, quand on a démarré cette activité-là, on a démarré avec un acteur qui avait des produits à très forte valeur ajoutée, produits qu'on estimait être la cible pour pouvoir se payer une supply chain d'exception, parce que malgré tout, le foncier au cœur de ville est quand même plus cher qu'un entrepôt avec 15 mètres de haut à la campagne, à 40 ou 50 km d'une grande agglomération. Et donc on a démarré plutôt avec des acteurs soit du luxe, soit de produits à forte valeur. Dans une ambiance, le e-commerce livré en 2 heures dans Paris, en 1 heure, etc., pour répondre à des attentes qui sont exprimées. Et du coup, ça nous avait laissé penser que c'était très parisien, que c'était peut-être une niche, que le modèle ne serait peut-être pas déployé. Quand on arrive sur de nouveaux sujets et qu'on éprouve ces solutions-là, on se rend compte que la logistique de l'urgence ne concerne pas que du e-commerce et un certain effet waouh dans l'achat du e-commerce, mais aussi beaucoup des marchandises, des pièces qui sont urgentes. On le verra avec la pièce détachée automobile, mais il y a énormément de pièces détachées pour du matériel médical, pour des ascenseurs, pour des antennes d'impression, etc., qui sont très très urgentes. Et on le voit aussi pour l'alimentaire, énormément pour l'alimentaire. Et ça, c'est pas nouveau. La pizza en 30 minutes qui est remboursée si on arrive en 32 minutes, ça existait déjà quand j'étais gamin. C'est pas le e-commerce qui l'a inventé. C'est déjà une réalité depuis très très longtemps. Et du coup, ces emplacements pourraient accueillir ces 3 activités. Une activité e-commerce avec une expérience utilisateur augmentée, une activité plutôt de la pièce urgente, de l'achat urgent avec une vraie signification de l'urgence et une activité qui tournera autour de l'alimentaire. Très bien. Alors peut-être une autre action de La Poste, c'est la reverse logistique. Ça, c'est quelque chose que vous avez totalement intégré dans votre supply chain? Alors, totalement non, pas encore. C'est en bonne voie. Mais on y travaille ardemment. En fait, vous savez peut-être que La Poste est un acteur neutre en carbone depuis plus de 7 ans. D'accord. Pas seulement par les véhicules électriques qui occupent son parc de véhicules, mais aussi par l'éco-conduite et surtout par la compensation des grammes de CO2 qui restent dans nos flux. Et donc, il y a une équipe complète qui trace les grammes de CO2 qui restent sur des zones sur lesquelles soit les camions propres ne sont pas permis, les camions à haillons électriques par exemple ne sont pas encore très performants, soit sur des tournées en mode rural qui sont de toute façon trop longues pour accepter un véhicule électrique. Donc on trace ces grammes de CO2 et on les compense, ce qui nous permet d'être 100% neutre en carbone sur l'ensemble de nos activités. Et si on veut aller plus loin, bien sûr, il faut continuer à réduire le CO2. La compensation ne suffit pas. C'est des super programmes, hein. Il y a des super choses, je vous invite à aller les voir sur le site de La Poste, mais ça ne suffit pas, il faut continuer à réduire le CO2. Et la meilleure manière de réduire le CO2, c'est de mieux saturer les camions à l'aller lorsqu'on va livrer, mais au retour. Donc notre action pour développer la reverse logistique, elle s'appuie sur 2 sujets. Le premier, c'est comment on remplit les camions, peut-être pas à 100%, mais comment on continue à remplir les camions pendant une tournée de distribution, et comment on s'appuie sur une collecte plus économique parce que justement elle est dans une tournée mutualisée. On n'envoie pas quelqu'un spécifiquement pour aller collecter un objet, un produit, une palette, quoi que ce soit. On s'appuie sur une tournée qui existe déjà et qui fait juste un détour devant une adresse sur laquelle elle passe. Vous optimisez les parcours finalement de livraison. Exactement. Et là encore, on voit énormément. Alors moi, je pense qu'après la livraison rapide, le sujet qui apparaîtra beaucoup dans les enquêtes d'opinion et dans les remontées, les attentes des consommateurs et des professionnels d'ailleurs, il y aura la reverse logistique. C'est déjà un problème qui est adressé par un grand nombre de prestataires. Je pense que pour l'instant, personne ne l'adresse correctement. Ça coûte cher, c'est compliqué.
C'est plus efficace quand on fait de la collecte en masse, mais ça, à la limite, c'est de la supply chain massifiée, comme on sait le faire depuis plusieurs années. Et je pense qu'il y a des modèles à trouver, soit pour la reverse e-commerce, qui est juste un enjeu colossal quand on voit les courbes de chiffre d'affaires du e-commerce, soit pour la reverse B2B, quand un professionnel obtient un accord de retour, par exemple, vers son fournisseur, vers la supply chain de son réseau. C'est un pain point énorme pour le point de vente qui n'est pas équipé, qui n'est pas formé pour préparer des retours. Et puis, c'est un coût de ramasse qui est quand même assez élevé, avec une ambiance où on exige du prestataire qui fait le retour de la rapidité pour que le contrôle puisse être fait en aval du retour de marchandises. Et dès que ce retour est fait, la trésorerie peut être compensée par l'avoir. Sauf que tant que la trésorerie est à l'extérieur, le point de vente, le commerçant est fébrile, c'est une vraie douleur. Et donc on exige de la livraison rapide sur des produits qui finalement n'ont pas d'urgence consommateur. Donc, il faudrait être capable de réduire ça. Et enfin, le troisième modèle de retour qu'on travaille, c'est l'économie circulaire. Je ne connais pas encore de modèle d'économie circulaire suffisamment fiable d'un point de vue performance économique, parce que ce qu'on récupère doit être récupéré de manière très diffuse, souvent chez des particuliers. On parle beaucoup de la bouteille plastique, on parle des capsules Nespresso, on parle du papier, du carton. Comment faire pour que les tournées qui existent déjà en ville comme au monde rural, puisque le facteur passe partout, comment faire pour que ces tournées-là puissent participer à l'effort de collecte dans une ambiance plus performante? C'est-à-dire faire participer l'ensemble presque des citoyens à cette économie circulaire et vous en être un acteur. Oui, d'ailleurs, je pense que déjà beaucoup de citoyens aimeraient participer mieux. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'opinions qui sont remontées en ce sens. Ce n'est pas toujours évident pour le citoyen. Si je prends mon simple exemple, moi j'ai 2 poubelles. Une poubelle pour les déchets ménagers classiques et une poubelle pour les déchets recyclables. Et ma commune ne recycle pas forcément tout. Les boîtes de conserve en fer, pas de problème. Le carton, pas de problème. Quelques bouchons, pas de problème, mais les pots de yaourt, pas encore. Imaginez le jour où on arrivera non seulement à organiser une collecte qui m'évite d'avoir 15 poubelles dans ma cuisine, mais en plus à mettre en place les filières qui sauront recycler ce type de produit-là. Là, je pense que beaucoup de citoyens participeront. Merci Alexandre. Alors avant de passer à Pierre, peut-être Jérôme, chez Logicity, vous avez été un observateur de toutes les initiatives de la Poste. Vous connaissez bien ce que fait la Poste. Qu'est-ce que ces actions vous inspirent? Alors, je voudrais déjà, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais déjà réagir sur ce premier chiffre où on voyait que 53% des consommateurs souhaitaient être livrés en 48 heures. On pourrait dire d'abord que 53, c'est pas beaucoup. Il y a encore un consommateur sur 2 finalement qui a répondu non. Et puis finalement, est-ce nouveau? Si je regarde un peu dans l'histoire, le 48 heures chrono de la Redoute, c'était 1984. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est finalement, autour de cela, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait finalement une sorte de responsabilisation du consommateur ou une information du consommateur sur ce qui se passe. J'ai un exemple récent d'un achat personnel sur un grand site web. Je ne vais pas donner la première lettre, mais c'est soit la première, soit la dernière. La livraison, j'avais le choix entre la livraison en 48 heures gratuite, j'aime pas trop ce terme de gratuit, s'il y a des transporteurs dans la salle, ils vont peut-être pas aimer ce terme-là, et puis il y avait la livraison express en 24 heures gratuite. Donc, bien entendu, je vais cliquer sur la livraison en 24 heures gratuite, puisque de toute façon, tout est gratuit. Et ça, quelque part, on est en face d'un problème qui est absolument majeur, qui est finalement de donner une information aux consommateurs sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle, finalement, si je reprends le terme de la conférence, donc enjeu serviciel ou sociétal, on a un enjeu serviciel pour le consommateur, qui est de dire finalement, j'ai acheté un produit sur Internet, je veux le recevoir quand je suis là, finalement, assez rapidement, mais en tout cas, de ne pas retrouver un avis de passage dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est l'enjeu serviciel. Et puis, quelque part, on a l'enjeu sociétal, qui est de dire, quelque part, eh bien, je dois, comme l'expliquait donc Alexandre et comme le fait la Poste, je dois essayer de consolider les flux, de les rapprocher du consommateur, et de réduire, finalement, l'impact environnemental de cette livraison qui est de plus en plus fragmentée. Et c'est là où, quelque part, on a un enjeu absolument majeur.
Je prends l'exemple aujourd'hui, par exemple, de la métropole du Grand Paris qui lance une action sur la responsabilisation du consommateur face à ses achats logistiques. C'est-à-dire qu'on va finalement vers une sorte de label environnemental sur ce qu'on achète sur Internet. Et il y aura peut-être des modes de livraison qui seront verts et d'autres qui seront rouges. Et peut-être qu'il va falloir informer le consommateur sur ce qui se passe et sur l'impact environnemental qu'on achète. On en reparlera tout à l'heure. Alors Pierre, merci Jérôme. On a évoqué donc les initiatives de la Poste. Vous en êtes un vrai acteur puisque vous avez noué un partenariat avec Movibia, avec la Poste. Alors l'automobile, typiquement, c'est une de ces activités où on a besoin d'instantanéité. On tombe en panne avec sa voiture, il faut que ce soit réparé dans la journée. On a besoin des pièces automobiles, il faut que ce soit fait. Et là, l'exigence de temps, l'exigence de rapidité s'impose. Alors on rappelle, Movibia, c'est un groupe qui possède des marques comme Midas, Noroto et Cash Carter. Carter Cash, voilà. Donc expliquez-nous un petit peu ce que vous faites avec la Poste, comment vous exploitez ces stocks urbains et comment est-ce que vous avez mis en place une chaîne de distribution de pièces à la fois en logistique propre, comme on dit, verte, et qui puisse satisfaire les exigences des consommateurs. Merci. Oui, effectivement, la problématique de l'automobile et du service automobile, c'est d'avoir un nombre de références extrêmement important. Donc, si on prend l'ensemble des pièces, des types de pièces qui équipent les types de véhicules, et si on multiplie par le nombre de marques d'équipementiers qui fournissent ces pièces, on peut arriver à 1 million de références différentes. Alors bien évidemment, dans les points de vente, dans les centres Noroto, Midas, Carter Cash, on n'a pas toutes ces pièces. C'est pas possible d'avoir 1 million de références dans le point de vente. Et donc on est amené, lorsque le client arrive, lorsque le client se présente le matin en disant « je veux faire même un entretien simple comme une vidange ou un changement de plaquette, etc. », il faut avoir la pièce et on ne peut pas lui dire « revenez dans une semaine ». On revient sur le slide de démarrage. Le délai, même pour l'attente, c'est raccourci. Et donc, il faut livrer, il faut avoir cette pièce dans des délais très très courts. Et ce besoin, il est rempli traditionnellement par des réseaux de grossistes qui savent livrer. Malheureusement, ça donne des livraisons qui sont multiples, avec différents grossistes, différentes personnes. Et extrêmement souvent, il y a un collaborateur du centre qui prend sa voiture et qui va physiquement chez le grossiste prendre la pièce pour pouvoir satisfaire le besoin du client. Ça arrive tous les jours dans nos réseaux, mais aussi dans l'ensemble des réseaux de l'entretien automobile. Donc ce qu'on cherche à faire, et notre projet, c'est effectivement, comme le disait Alexandre tout à l'heure, d'amener les pièces au plus proche pour pouvoir les livrer de façon massifiée au point de vente. Et donc on a fait ce test sur la région parisienne avec la Poste. Donc sur Paris et la première couronne, le groupe Movibia a 54 points de vente, que Midas, Noroto et Carter Cash. Et on travaille sur le hub, on appelle ça le hub chez nous de Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, pour alimenter ces 54 points de vente de multimarques avec les produits qui sont nécessaires pour l'intervention. Avec une livraison dans la journée, 2 livraisons par jour en tournée, et également des livraisons H+, en cas de besoin urgent, là encore pour éviter de demander aux collaborateurs d'aller chercher la pièce avec sa voiture. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et on utilise le réseau de la Poste, et donc on massifie, parce que ce sont les postiers, notamment le matin, qui livrent les produits. Et donc, on utilise ce réseau et on massifie, les livraisons. Combien de temps il vous a fallu pour mettre en place de façon efficiente ce système ? Ça nous a pris à peu près entre 6 mois, On a commencé, je dirais, en octobre 2018 et il a ouvert de façon réelle en mai. Et aujourd'hui, votre objectif, c'est de déployer ce process à l'ensemble de la France, voire même hors des frontières. Exactement, on est un groupe européen, donc on est présent dans pas mal de pays, avec des positions majeures en Allemagne, en Espagne, en Italie.
Et donc notre objectif, c'est de déployer ça dans l'ensemble des pays, avec des réalités différentes, hein, notamment en Espagne. Si je prends l'Espagne, il y a des réseaux qui sont extrêmement puissants de distribution déjà, donc peut-être la réalité sera un peu différente, mais en tout cas, on expérimente. Et notre objectif, c'est de le faire au niveau européen pour en faire bénéficier tout notre réseau. Oui, parce qu'on parle, c'est vrai, de la scène française, mais la logistique, c'est hors des frontières. Et il y a toute une réflexion finalement européenne à intégrer quand on met en place des initiatives, même quand elles commencent par être locales. Ensuite, très vite, il faut être capable de les dupliquer à plus grande échelle. C'est là peut-être la difficulté aussi. Pour nous, il faut trouver des endroits où il y a malgré tout un ensemble de centres dans l'ensemble des marques qui est suffisant. On a 2000 points de vente dans Europe, donc il y a un certain nombre de villes en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne également, sur lesquelles on a cette concentration et on peut travailler sur cette dynamique-là. Alors, quelles ont été éventuellement les difficultés auxquelles vous avez pu être confrontés pour mettre en place cette chaîne logistique urbaine ? Alors d'un point de vue logistique, avec la Poste, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis logistiques en réalité. Notre enjeu principal, c'est l'optimisation de la localisation des stocks entre ce qui est présent dans le point de vente et qui est immédiatement disponible pour le client, ce qui peut être disponible dans la demi-journée et ce qui peut être disponible en une journée ou 2 journées et qui peut venir d'un entrepôt central. C'est vraiment l'enjeu du positionnement et encore avec la Poste, on a un deuxième partenariat avec la Poste et on travaille sur des solutions d'intelligence artificielle pour essayer d'optimiser le stock pour éviter de le transporter de façon rapide et le mettre au bon endroit avant effectivement qu'on en ait besoin. Donc, utilisation de l'intelligence artificielle, vous avez des analystes au sein du groupe, Alors effectivement, on a des analystes. On a des analystes au sein du groupe, mais là, on travaille aussi avec des sociétés extérieures et des experts extérieurs parce que les besoins en intelligence artificielle, ils sont multiples. Et il y a différents niveaux dans l'entreprise et pas forcément sur la supply chain, pas uniquement sur la supply chain. Et donc, on travaille avec des partenaires extérieurs. Et c'est un vrai enjeu pour nous. C'est le classique hein, de la supply chain et de la logistique. C'est le bon stock au bon endroit et au bon moment. Et donc l'intelligence artificielle nous aide justement à positionner ces stocks et à faire en sorte de limiter les besoins de dépannage urgent. On peut dire que vous êtes entré dans la logistique 2.0, voire peut-être même 3.0. 3.0, je ne sais pas où. Déjà 2. Effectivement, déjà 2, on va dire 2. Merci. Très bien, merci Pierre. Alors, on va passer à notre troisième interlocuteur. On va parler d'alimentaire un petit peu. C'est vrai que dans le commerce de proximité, hein, l'alimentaire, c'est quand même la clé de voûte. Hein. On a tous ces petits magasins de proximité où on fait ses courses tous les jours. Ça implique beaucoup de contraintes. La chaîne du froid, les produits lourds ou fragiles, les dates de péremption, les rotations rapides, la question des réassorts, à quel moment de la journée. On voit les enseignes de l'alimentaire tester plein de concepts commerciaux et logistiques et ça montre à quel point la grande distribution est en train de réinventer, de repenser la logistique urbaine. Alors Anthony Dogno, vous allez un petit peu nous parler de ce que fait Franprix et de comment vous pensez la logistique douce avec peut-être d'autres moyens de transport. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Pour compléter un petit peu ce qu'ont dit mes collègues, déjà, le groupe Franprix, qui est partie du groupe Casino, dispose d'un avantage énorme, c'est qu'on a près de 900 points de vente en région parisienne, dont près de 400 intramuros. Le groupe est aussi présent dans le couloir rhodanien et l'arc méditerranéen. Et ça, en fait, ça nous donne un point d'appui pour interagir avec les consommateurs urbains, au sein des magasins, pour des espaces de vie avec de plus en plus de services. Mais ça nous donne aussi la possibilité d'être très proche du consommateur pour lui fournir ses produits. Donc on a pas mal d'initiatives sur le click and collect, la possibilité de commander par Internet, de retirer en magasin. Ça évite de venir faire circuler des véhicules jusqu'au domicile des consommateurs. On a aussi des livraisons en 40 minutes,
basés depuis les points de vente, qui se font à pied ou en triporteur. Tout ça, ça s'appuie sur le maillage qu'on a très fort dans l'espace urbain de nos magasins. Donc ces espaces se veulent des espaces de vie et ça nous donne une proximité très très forte avec les consommateurs. Il y a un petit support de présentation qui vient de s'afficher. On peut aller déjà au troisième ciel suivant. Voilà. Les engagements de notre enseigne en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise, on en mentionne 4 ici qui sont vraiment des piliers. Donc on a le transport, les déchets, les espaces magasins et les produits. Donc moi je vais vous parler plus spécifiquement des aspects logistiques. En termes de transport et de déchets, on a vraiment pensé des solutions depuis déjà assez longtemps et sur lesquelles on continue à développer et à investir, qui permettent d'avoir une action responsable. Sur le transport notamment, notre focus est sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je vais vous parler d'une initiative qui date déjà de 2012, qui est le transport fluvial, combiné fluvial-routier. En termes de déchets, je vais vous parler de 2 choses. Notre reverse logistique quotidienne qui se fait au retour des magasins et qui permet d'évacuer des magasins tout un tas d'emballages et de déchets. Et puis une initiative aussi avec Phoenix. Et puis pour ce qui concerne les concepts magasins, bon, je vous engage à lire la presse spécialisée. Il y a beaucoup de choses sur les nouveaux concepts, notamment Darwin et leur aspect responsable en ce qui concerne l'énergie, la pollution sonore, la décontamination des polluants style liquide de refroidissement. Et puis les produits, c'est quelque chose qu'on travaille en permanence pour que les produits de notre marque propre soient moins transformés et plus bio. Alors, concept Darwin, qui vient d'être lancé et qui a reçu le Grand Prix Sirius 2018. Tout à fait. Voilà, donc slide suivant. Bon, le contexte réglementaire, je ne vais pas trop abonder dans ce sens-là, vous le connaissez autant que moi, tant au niveau national qu'au niveau local à Paris. Tout un tas de contraintes qui se mettent en place et qui sont nécessaires pour limiter les gaz à effet de serre. Il y a des échéances qui sont très proches, notamment en région parisienne. La volonté d'éliminer totalement le diesel de nos villes, les JO qui arrivent en 2024, et puis tout ce qui est les zones à circulation régulée, les vignettes critères, la fermeture des voies sur berge, autant de sujets que vous connaissez si vous êtes parisien. Nous, on a ces contraintes réglementaires d'un côté qui sont un moteur pour nous pour une action forte. Et on a aussi les contraintes propres de nos livraisons qui, là aussi, sont évidentes. La congestion des axes, qui s'est plutôt renforcée avec la fermeture des voies sur berge, la pollution, le bruit, et puis les horaires de livraison que réclament les magasins, qui sont autant de contraintes qu'on doit intégrer à notre prestation. Donc, de manière concrète, slide suivant, je vais vous parler un petit peu donc, du fluvial. Donc, Franprix, dès 2012, a mis en place un circuit très innovant qui consiste à combiner du transport fluvial avec du transport routier. Donc aujourd'hui, on a près de 300 magasins qui sont livrés tous les jours avec un circuit optimisé dont je vais vous parler. Ça présente un certain nombre d'avantages, notamment la réduction de la congestion sur l'axe d'accès à Paris, qui est l'axe A4 que nous utilisons depuis notre entrepôt de Chenevière-sur-Marne. Et puis, la réduction des polluants associés à cette initiative. Juste slide suivant. Voilà, donc comment ça fonctionne ? Le jour A, les marchandises sont préparées sur nos entrepôts à Chenevière et à Bonneuil-sur-Marne. Et puis elles sont acheminées par des camions spéciaux dans des conteneurs au port de Bonneuil. Ensuite, entre 14h et 18h, il y a une manutention qui est opérée pour poser ces caisses sur une barge dont la capacité maximum est à 46 caisses. Et puis, de 18h à 21h, cette barge rejoint le centre de Paris, le quai de la Bourdonnais, qui est peut-être un espace que vous connaissez, sur lequel sont déchargées près de 40 caisses par jour. Ça fait 800 tonnes de produits approximativement.
Et ça nous permet, dès le lendemain, à 5h30, d'avoir des camions qui sont chargés de ces conteneurs et qui sont tout de suite dans le cœur de Paris pour pouvoir procéder aux livraisons des magasins. Donc évidemment, les camions font plusieurs tours et ils effectuent leur rotation entre les magasins et le port de la Bourdonnais. Voilà, slide suivant. Bon, les impacts environnementaux, évidemment, sont certains. On évite 420 000 km de route grâce à ce circuit tous les ans. C'est l'équivalent à 82 000 litres de carburant et 3 600 camions en moins sur les routes grâce à ce circuit. Évidemment, les émissions sont moindres, même si la barge que nous utilisons a quand même des émissions, le rapport est très favorable par rapport à l'équivalent du nombre de camions qu'on aurait dû mettre sur la route. Peut-être, Anthony, une question. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps du transport fluvial. C'est un petit peu la question que j'ai posée à Pierre. Quelles sont les contraintes de ce type de transport? On en voit les avantages, mais quelles sont peut-être les difficultés à utiliser ça? Quelles sont les contraintes? Alors en fait, on a des contraintes propres au mode fluvial qui sont les crues. Lorsqu'on a des crues importantes à Paris, ou quelquefois des mouvements de grève sur les écluses, mais c'est quand même assez rare. On est plutôt confronté au sujet des crues lorsqu'il y en a. Et là, on a un modèle très simple qui consiste à avoir un palliatif en mode routier. C'est-à-dire que lorsqu'il y a impossibilité de naviguer sur la Seine, on garde les équipements avec nos conteneurs qui sont chargés de marchandises, mais on effectue directement les rotations de camions depuis le port de Bonneuil vers le centre de Paris. Évidemment, c'est un mode dégradé. Statistiquement, on l'utilise quelques jours par an, mais ça nous permet d'assurer la livraison sans interruption vers les magasins avec ce palliatif qui est un peu plus de kilomètres sur les routes lorsque ça se produit. Mais vous devez être un peu rivé sur la météo, voir s'il y a des périodes de pluie importantes. Évidemment, on anticipe ce genre de cas, mais on sait les gérer, donc ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe. C'est pas une difficulté. Voilà, et pour continuer donc, dans les actions concrètes que nous menons en logistique, slide suivant, en fait, évidemment, il y a une grosse attente par rapport à la transformation des véhicules poids lourds qui sont en livraison dans les agglomérations. Il faut savoir que nos points de vente ont une taille telle qu'on ne peut pas y aller en petits véhicules. Il y a trop de volume, donc on est obligé d'y aller dans des poids lourds, des porteurs. Déjà, on fait un travail énorme pour optimiser le remplissage des véhicules à l'aller, et puis je vais vous en parler juste après. On utilise ces quasiment 500 livraisons quotidiennes de nos magasins pour effectuer une reverse systématique. À chaque livraison, les camions qui reviennent sur entrepôt et qui repartent pour faire un tour ramènent vers l'entrepôt un certain nombre de déchets et d'emballages, ce qui nous permet d'utiliser au maximum nos capacités. Donc je disais par rapport il y a beaucoup d'attentes sur les nouvelles gammes de poids lourds. Nous aujourd'hui, on a fortement investi sur une solution qui est immédiate et qui est d'ores et déjà disponible, qui est le gaz. On a transformé une grosse partie de notre flotte avec des véhicules qui fonctionnent au gaz naturel comprimé, qui est une alternative immédiate au gasoil. Nous nous sommes dotés d'ailleurs d'une station gaz Engie sur notre entrepôt directement pour pouvoir faire le plein de nos camions le plus rapidement. Et aujourd'hui, on a une grande quote-part de notre flotte qui est passée au gaz naturel. C'est plus de 40% sur nos véhicules propres au départ de l'entrepôt de Chennevières. C'est plus de 20% sur tous nos prestés pour le fret et pour la partie province. Et on continue à investir sur cette gamme de camions. Tous nos camions ont moins de 10 ans et tous ceux qui arrivent en fin d'amortissement, on les renouvelle vers des camions gaz. J'imagine qu'à terme, l'objectif, c'est de remplacer l'intégralité de la flotte au gaz naturel. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on mène aussi sur notre flotte de routière qui est basée au port de la Bourdonnais en complément du fluvial. Parce qu'aujourd'hui, on a converti aussi la moitié de la flotte au gaz naturel. Les autres camions sont des Euro 6, mais ils vont passer aussi prochainement sur du gaz naturel. Tout ceci a nécessité de gros investissements de la part de l'enseigne. C'est vraiment une démarche engagée dans la RSE. Oui, c'est tout à fait une démarche volontaire. Franprix a toujours considéré sa responsabilité sociétale fortement là-dessus. Et puis on sait que c'est aussi prendre un coup d'avance par rapport à ce qui va se passer demain. Donc
Après, il y a un autre slide sur les camions électriques. Bon, je ne vais pas m'étendre parce que c'est un petit peu technique, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution prête en poids lourd électrique disponible à l'achat pour livrer les magasins. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Les constructeurs sont dans une course de vitesse pour proposer des solutions. Et c'est quelque chose qui va être en maturité d'ici à 2-3 ans. Il ne faut pas s'attendre à avoir des flottes de poids lourds électriques pouvoir livrer dans nos villes avant 2 ou 3 ans, le temps que les chaînes de production se mettent en place. Mais par contre, tout le monde regarde, tout le monde y travaille. Et moi, je vous donne rendez-vous à Solutrans au mois de novembre à Lyon pour partager les ambitions qu'a Franprix avec des annonces d'innovation sur des camions électriques que nous ferons probablement. Vous allez dévoiler une surprise apparemment sur Solutrans. Tout à fait. On ne dévoilera voilà, pas ce soir. Le dernier point, la Poste en a parlé aussi, que je voulais partager, c'est la reverse. Donc, comme je vous le disais, nous profitons chez Franprix du fait qu'on livre quasiment la moitié des points de vente tous les jours. Donc ça fait près de 500 livraisons pour opérer des retours d'emballages et de déchets que nous valorisons sur nos entrepôts. Donc évidemment, il y a tous les emballages logistiques, les palettes, les rolls, les cagettes, mais nous reprenons aussi les plastiques, les cartons, et on va dire que la partie la plus compliquée reste les déchets organiques. Donc là-dessus, on a une initiative, c'est plus un pilote, qui est en cours en association avec Phoenix, où on a 5 magasins dans le 18e qui collectent dans des bacs prévus à cet effet leurs déchets organiques, les épluchures, les restes de fruits et légumes, etc. et qui sont collectés par Phoenix et déposés auprès des alchimistes. Il y a 4 sites sur la région parisienne, en fait, où il y aura une méthanisation de ces déchets qui sont opérés. Donc évidemment, on croit beaucoup à ce genre de solution. Les coûts sont encore élevés parce que le coût d'une reverse, c'est pas neutre. Là, on est vraiment sur une reverse spécialisée. C'est pas nos camions de livraison qui peuvent opérer la collecte de ces déchets et le dépôt vers des unités de méthanisation. Mais on pense que c'est quelque chose qui va être une demande très très forte de la part des autorités et des consommateurs et sur lequel on souhaite vraiment rester en pointe. Merci Anthony. Alors on a vu à travers déjà ces premières interventions à quel point la livraison est une fonction indispensable à la vie urbaine, mais à la façon aussi dont elle impacte le territoire urbain, c'est-à-dire la pollution, la congestion. Alors la question c'est comment est-ce qu'on va organiser ces flux de marchandises tout en préservant notamment l'air de nos villes, quels sont les modèles qu'on pourrait inventer demain et mettre en place tout en restant à l'écoute des consommateurs. Pour répondre à ces questions, j'ai donc Jérôme Lipskin qui a étudié en fait tous ces aspects, trouver un équilibre entre livraison rapide et contraintes environnementales et sociétales, notamment grâce aux mobilités douces, on peut parler de ça, mais aussi aux nouvelles technologies. On va en parler. Jérôme, je vous laisse peut-être avoir un avis sur ce qui vient de se dire. En un mot, moi j'ai tendance à dire, quand on parle de logistique urbaine, que la logistique urbaine est efficace aujourd'hui. Les magasins Franprix sont approvisionnés. Quand ma voiture est en panne, la pièce détachée arrive, mais elle n'est pas efficiente. Et on sait quelque part qu'on a finalement des externalités négatives. C'est en effet la pollution locale, c'est la participation très forte à la congestion urbaine, c'est l'occupation de l'espace public pour le stationnement. Donc si je prends Paris, puisque nous sommes à Paris, mais on va retrouver la même chose dans toutes les villes, entre 2 livraisons sur 3 et 3 livraisons sur 4 sont effectuées en double fil. Donc on est sur un modèle qui aujourd'hui n'est pas efficient et qui donc quelque part a besoin d'être optimisé. Alors le problème de la vitesse, c'est que c'est un peu contradictoire. Donc tous nos travaux sur la logistique urbaine, c'est de dire finalement comment je peux mieux consolider les flux. C'est-à-dire comment je peux avoir des camions, je vais dire, qui sont mieux utilisés. Donc je veux pouvoir utiliser le même véhicule, comme je l'ai entendu, pour livrer et pour collecter, par exemple. Ou je vais pouvoir avoir des véhicules qui vont pouvoir faire des tournées donc plus regroupées, un travail finalement autour du quartier, finalement. Donc notamment dans les grandes agglomérations. Et la livraison qu'on appelle instantanée,
en moins de 2 heures, mais c'est parfois maintenant 30 minutes, eh bien elle est un peu contradictoire, puisqu'on est sur une livraison hyper fragmentée, et l'e-commerce aussi, finalement, participe un peu à cela, puisqu'on voit que le panier diminue de 5 ou 6% tous les ans, c'est-à-dire qu'on achète, ce ne sont pas les prix des produits qui diminuent, donc c'est finalement qu'on achète de moins en moins donc dans un panier, dans une commande, ce qui pose un problème d'équilibre économique, mais qui pose aussi un problème environnemental. Et donc il faut qu'on arrive à trouver autour de cela des modèles qui permettent de mieux consolider les flux. Alors vous me posez la question des modèles, donc bien sûr, donc de toute façon, les villes vont être de plus en plus réglementées, et on sait quelque part que les grandes métropoles en France et en Europe poussent finalement les acteurs à investir soit dans des flottes de véhicules électriques, mais on a vu que c'est compliqué, que tous les modèles n'existent pas sur le marché, donc le GNV pour en effet des poids lourds, et puis finalement pour tout un certain nombre de produits qui sont souvent des petits produits, notamment des colis e-commerce, eh bien des formes de mobilité comme la cyclo-logistique. Cyclo-logistique, donc la logistique à vélo. Alors la logistique à vélo, oui, en utilisant donc des différents modèles de vélos qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres cubes. Donc c'est pas le livreur avec un sac à dos. Donc ça c'est un autre mode, je vais dire, qui peut faire l'objet d'une conférence à part entière. Ce n'est pas le but de la conférence, sur lequel on a tous des avis peut-être d'ailleurs différents. Mais quelque part, quand on appelle cyclo-logistique, ce sont des moyens de transport professionnels. Donc des vélos professionnels dans lesquels on a donc une capacité de transport de marchandises qui varie, mais qui peut aller jusqu'à 2 mètres cubes. Et pour que ça fonctionne, il nous faut des espaces de proximité. C'est pour cela que je rejoins effectivement ce qu'expliquait la Poste. Finalement, toutes ces surfaces urbaines qui sont sous-utilisées aujourd'hui peuvent nous permettre de mettre en place des modèles de livraison de quartier en vélo cargo, on appelle ça, ou en triporteur, selon le type de modèle, qui vont permettre finalement de livrer de façon douce ces quartiers sur des petits colis. Mais alors, il y avait une question, parce que je reprends les chiffres qu'on a cités au début. Les gens attendent d'être livrés toujours plus vite. Est-ce qu'à un moment, ça a du sens? Et est-ce que c'est pas aussi aux consommateurs de prendre conscience que toujours plus rapide, à quoi ça sert finalement? Finalement, comme je l'indiquais, le consommateur manque d'informations. Quand il va sur un site internet, il est attiré finalement par cette livraison qui n'a plus de prix, puisqu'elle est gratuite, quelque part, qui est rapide, de plus en plus rapide, avec des offres effectivement extrêmement attractives, mais s'il n'a pas d'information finalement sur ce qui se passe derrière. Quel est le modèle social de la livraison derrière? Quel est l'impact environnemental de ce choix de la livraison? Quelque part, on a besoin d'informer le consommateur. Alors sur plusieurs segments, d'ailleurs je citais donc le travail qu'on fait avec la métropole du Grand Paris, il va toucher à plusieurs segments. C'est d'abord la fragmentation des achats, c'est-à-dire est-ce que ça a du sens de commander de moins en moins cher sur Internet, et est-ce que je ne peux pas aller vers des modèles comme par exemple, je vais citer celui d'Amazon Day par exemple aux États-Unis, qui consiste à regrouper finalement les achats qui sont effectués dans la semaine et à me les livrer en une seule fois, c'est-à-dire je défragmente finalement les flux, je les consolide. Ça peut être une logique pertinente. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est en effet la rapidité de la livraison. C'est est-ce que j'ai besoin de me faire livrer en 30 minutes? Si c'est une pizza que j'ai commandée, ça a toujours existé. Donc il n'y a rien de nouveau. Si c'est ma voiture qui est en panne, j'ai besoin d'une pièce détachée, ça a aussi du sens. Ou un médicament, ça a également du sens. Par contre, une paire de chaussures, on peut se poser la question de la pertinence de cette livraison instantanée. Et puis après, on a deux autres sujets. C'est le renouvellement des produits. C'est est-ce que j'ai besoin de renouveler mon smartphone ou est-ce que je ne peux pas le faire durer 6 mois de plus? Et puis le dernier sujet, le quatrième, sur lequel on a finalement très peu d'informations sur Internet, c'est l'origine des produits. C'est d'où vient le produit que j'ai acheté. Alors dans un magasin, on va retourner le vêtement dans tous les sens pour trouver l'étiquette et voir que c'est fait dans tel ou tel pays. Sur Internet, on n'a pas si souvent que ça l'information. Alexandre Berger, vous vouliez réagir à ce qu'a dit Jérôme? Oui, justement parce qu'il y a un des exemples qui résonne, parce que dans un de notre City Hub dans Paris,
on opère la logistique et la livraison rapide de chaussures de foot pour une célèbre équipementier. Justement, un bon exemple. Et donc l'exemple est très très bon. Et donc on est capable de livrer en 2 heures ces chaussures de foot à la demande du consommateur. Et il y a beaucoup de consommateurs qui demandent à être livrés en 30 minutes ou en 2 heures. Justement, c'est cette nuance que je voudrais partager avec vous. Parce que même si les intentions de la livraison rapide, alors là on l'a vu, c'est moins de 48 heures. Donc on n'est pas forcément dans du H+. Mais si les intentions sont déclarées, avec cet acteur, la livraison n'est pas facturée. Elle n'est pas gratuite, mais elle n'est pas facturée. Pour autant, c'est moins de 10% des flux qui sont demandés par le consommateur en 2 heures. La principale demande du consommateur pour cet exemple-là, bien sûr, c'est d'être livré sur créneau. Et donc, la rapidité est souvent mise de côté au profit de la précision, d'être capable de dire, moi je ne le veux pas dans 2 heures, je le veux jeudi prochain à 10h30, parce que c'est à ce moment-là que je serai disponible pour accueillir un livreur. Et ça, par contre, c'est extrêmement compliqué, parce que lorsqu'on met en place un schéma industriel qui nous permet de pousser des flux très très vite, il est extrêmement difficile de stopper un article à l'intérieur de ce flux extrêmement rapide et de le mettre de côté. Il y a des tas de questions qui se posent avec nos partenaires, de savoir est-ce qu'on libère le produit le plus vite possible de l'entrepôt, est-ce qu'on libère le produit au dernier moment parce qu'on a un schéma de flux rapide, ou est-ce qu'on le retient quelque part, et donc on y travaille aussi pour être capable de retenir ce produit au bon endroit pour être après capable de le livrer en mode doux. Anthony Dogno, chez Franprix, il me semble que vous aviez un service de livraison des petits déjeuners en 30 minutes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça fonctionne? Oui, il y a ça en test dans un certain nombre de magasins. Donc les petits déjeuners en moins de 30 minutes. L'idée, c'est d'offrir des solutions pour des besoins de consommation que nos clients recherchent. Donc effectivement, on a ça sur les petits déjeuners. Puis comme je l'évoquais tout à l'heure, on a aussi... on développe des livraisons à domicile basées depuis le point de vente. Donc l'idée, c'est qu'on ne part pas avec un camion de très loin. On s'appuie, évidemment, c'est des produits alimentaires, donc le stock est présent en magasin, puis on travaille beaucoup aux chaînes d'approvisionnement pour que le stock soit toujours disponible pour livrer le magasin. Et puis moi, personnellement, je crois beaucoup au click and collect, hein, tout ce qui est point de retrait, que ce soit dans des magasins Franprix, mais même dans des points relais. Je pense que pour répondre finalement à ce que disait mon collègue de la Poste, au fait que le client, plus qu'être livré vite, il va être livré quand il est disponible. Et finalement, s'il fait un petit effort de se mobiliser jusqu'à un point qui peut être assez proche de lui, il peut avoir cette disponibilité dans des points retrait. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise personnellement. De manière importante, et je pense que ça répond. C'est un bon juste milieu entre je veux être livré chez moi, devant ma porte, et je dois aller très loin pour avoir ma livraison. C'est un compromis écologiquement responsable. Jérôme, on continue avec vous? On n'a pas terminé. On a parlé des mobilités douces, effectivement. On peut aussi parler de l'avenir, de tout ce qui est en test, et notamment de la robotisation. Quels sont les éventuels apports des nouvelles technologies à la logistique pour la rendre plus douce, plus propre? Alors, c'est vrai qu'on voit tous les jours apparaître des informations sur des robots de livraison. Alors, j'ai écrit un certain nombre de choses sur ce sujet et je m'interroge sur plusieurs aspects. D'abord, les robots que je vois, finalement, pour l'instant, mais on sait que la technologie va très très vite, finalement apporte une certaine dégradation de service. C'est-à-dire que le robot, lui, est capable finalement de suivre un parcours et puis d'arriver en bas d'un immeuble, mais il ne sait pas encore appuyer sur l'interphone, ouvrir les 2 portes et monter au 5e étage. Donc quelque part, ça veut dire qu'on va demander au consommateur de descendre dans la rue pour aller chercher son colis. Ça me pose un problème quelque part sur le plan du service. Alors on voit quelque part que les investissements absolument gigantesques qui existent sur les robots de livraison, et moi j'avais répertorié près de 50 entreprises au monde qui travaillent déjà sur les différents modèles de véhicules de livraison autonome, certains qui ont levé des milliards de dollars actuellement sur ces sujets-là, ont tendance à répondre à une seule problématique, qui est la carence des livreurs. Donc il y a un certain nombre de pays déjà au monde, donc c'est le cas du Japon, c'est le cas des États-Unis, dans lesquels il est difficile de trouver des livreurs. Et en effet, le véhicule autonome aura tendance
finalement essayer de trouver des solutions pour faire face à cette situation de carence de livreurs. C'est le sujet principal. Après, on peut se poser la question de tous ces petits robots, du modèle opérationnel, du modèle environnemental, parce qu'on est parfois sur une hyper-fragmentation des flux, alors qu'on parle depuis tout à l'heure d'essayer de consolider les flux pour répondre finalement à la demande du consommateur, qui n'est pas nécessairement de se faire livrer dans la demi-heure, mais qui est plus de se faire livrer quand ça l'arrange. Donc quelque part, on peut se poser la question effectivement de ces modèles. Donc je pense qu'on est en face d'un chantier absolument énorme. On voit que la technologie va très vite. On voit qu'il y aura certainement des étapes, et puis probablement des modèles à construire pour que ce véhicule autonome corresponde finalement aux besoins du consommateur et finalement à ce que souhaite finalement le citoyen également, qui est un modèle qui soit environnementalement acceptable dans la ville. Pierre Béharel, est-ce que chez Mobivia, on imagine utiliser un jour des robots autonomes, des véhicules autonomes, des drones, pourquoi pas? Pourquoi pas des robots autonomes, j'en sais rien, des véhicules autonomes probablement, mais pas à court terme en tout cas. On n'a pas de projet, on n'a pas d'initiative dans ce sens-là, à aujourd'hui. D'accord, alors peut-être que le public a envie de poser quelques questions à nos intervenants. On va passer le micro dans la salle. Oui, apparemment, il y aurait des doigts. Alors, c'est bon, le micro arrive. Très bien. On a quelques minutes encore. Il y avait un doigt qui s'est levé au premier rang. Ah, voilà. 2 questions. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'entends parler de pénurie de livreurs et de robotisation. Moi, ce que je constate tous les jours, parce que je suis un très gros consommateur de livraison à domicile, c'est des colis qui sont jetés par-dessus la clôture. Pas plus tard qu'hier soir, Colissimo, la Poste, m'a livré une bouteille de vin qui a été jetée au niveau de la clôture. Autant vous dire que quand j'ai ouvert le paquet, j'avais des sueurs sur le front. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où vous pouvez aller sur Internet avec des millions de gens qui se plaignent de colis qui sont arrivés mais pas arrivés, qui ont été livrés à la mauvaise adresse. Et quand vous en parlez aux livreurs, ils vous disent « Oui, vous comprenez, monsieur, quand on a à peu près 200 livraisons à faire par jour, c'est impossible de tenir les délais et de faire ça correctement. » Juste, monsieur, qui êtes-vous? Raphaël Chonol, groupe sur local. Merci. Quelqu'un pour lui répondre? Bien, j'ai pris le micro parce que j'ai compris que la question était pour moi. Je vous remercie de l'avoir posée. Moi, je ne vais pas vous faire de la langue de bois, je ne vais pas vous dire que tout est parfait tout le temps, etc. C'est vrai qu'il y a énormément de modèles qui doivent être améliorés. Il y a des zones aussi qui sont sans doute à améliorer parfois. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je travaille beaucoup avec les facteurs. Je travaille sur des sujets où j'amène les facteurs à livrer, en plus du courrier, des colis. J'essaye d'appuyer un paquet de nos offres sur cette tournée qui existe. Pour vous donner un exemple, on livre pour un acteur des cosmétiques dans le monde de la coiffure, des produits professionnels, et on a rejoint la tournée du facteur pour livrer en même temps que le courrier les produits professionnels aux coiffeurs. Ça, c'est une bonne solution parce que le coiffeur connaît son facteur, c'est toujours le même. Il passe toujours à peu près à la même heure dans sa tournée. Et le facteur a tout intérêt à bien s'entendre avec les acteurs de sa tournée. D'abord, je ne peux pas nier la motivation, l'implication des facteurs dans leur territoire. Et il est motivé pour avoir cette bonne relation parce que le lendemain, il sera encore là. Et le surlendemain, il sera encore là. Donc, effectivement, j'entends, je sais, je ne vais pas me voiler la face, toutes les livraisons ne sont pas parfaites. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir posé la question. Je n'ai pas de réponse toute faite à cette question-là, si ce n'est la manière de construire nos offres. Vous savez, dans le marketing, on parle beaucoup d'offres éco-construites. Il y a aussi des offres qui doivent être construites avec la vision du consommateur final et pas seulement la vision du consommateur contractant. Et là, on pourrait faire aussi tout un atelier sur qui est le client de la Poste. Est-ce que c'est le donneur d'ordre ou est-ce que c'est le destinataire? On s'y attache. On s'attache à faire en sorte que le destinataire soit aussi le client de la Poste autant que le donneur d'ordre. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Une autre question, la dernière. Bonjour, c'est une question pour Anthony, pour Franprix, Maxime Baudry, pour Walk to Walk France, domaine dans la restauration. Je revenais sur la question que vous aviez posée à la base, à laquelle vous n'avez pas forcément eu le temps de répondre.
Vous vous êtes axé surtout sur la logistique des produits secs, les réponses logistiques pour voilà, ce type de produit qui n'a pas la contrainte du frais. Est-ce que vous utilisez aussi la logistique fluviale pour les produits frais? Sinon, quelles autres solutions vous avez pu apporter à cette contrainte, puisque vous avez des délais encore plus courts, des problèmes de rotation, etc. Donc, voilà. Alors, merci de cette question. Non, nous n'utilisons pas le fluvial sur la partie frais parce que c'est lié en fait à une question de géographie. Notre entrepôt de produits frais, qui est un très gros entrepôt, se trouve à Gonesse, dans le 93, et fait une approche de Paris par le nord. Et en fait, les modalités de dépose, la seule option qu'on aurait via le fluvial, ça serait d'aller sur le port de Gennevilliers. Et quand on fait la somme du préacheminement qu'on devrait faire, du temps de parcours de la barge et des modalités de déchargement qu'on devrait avoir, on n'arrive pas à trouver une équation satisfaisante. Donc c'est vrai que pour le fret, c'est des tournées qui sont très exigeantes. Hein. Comme je le disais, on est sur des livraisons quotidiennes de quasiment tous les magasins. Et pour remplir un camion, puisque ça reste notre exigence, on est jusqu'à 7 ou 8 clients dans le camion. Donc en fait, la notion de rapidité qu'on doit avoir et la particularité géographique de notre entrepôt fait que le fluvial ne serait pas une option. Ça serait trop long, ça serait trop compliqué, on ferait probablement plus de kilomètres au final. Et le but du fluvial sur le sec, c'était vraiment, vu notre positionnement dans l'est de Paris, d'éviter l'approche par la 4, qui est un des axes les plus congestionnés, pour faire cette approche au centre de Paris. On n'a pas le pendant côté frais, de par notre emplacement logistique. Merci. Merci. Alors, c'est la fin de cette table ronde. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les quatre. Et on vous applaudit fort.